Bonjour à tous et bienvenue à ce tour de l'actualité nationale à une vingtaine de minutes. Et nous commençons par ce communiqué. Aux environs de 10 heures ce matin, les forces armées maliennes ont entrepris les opérations de sécurisation et de contrôle de la ville de Kidal. Les opérations sont actuellement en cours selon une source militaire malienne. Nous vous donnerons d'autres informations sur l'évolution de la situation dans nos futures éditions. Et puis un hommage à nos compatriotes morts suite aux événements de Kidal. Le gouvernement décrète un deuil national de 3 jours. Alors, série d'audiences à Koulouba hier, le président de la République a donc reçu les émissaires du président français et burkinabé de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc qui condamne avec la dernière énergie les événements survenus à Kidal et exige que les acteurs répondent de leurs actes. Les interlocuteurs du président Ibrahim Boubacar Keïta lui ont réaffirmé le soutien de leurs pays respectifs pour parvenir à un accord définitif. Le compte-rendu de ces audiences avec Mohamed Jara. 3 audiences, un message commun, apporter la solidarité et la compassion des pays amis au président de la République et au peuple malien suite aux tragiques événements survenus à Kidal. Les interlocuteurs du chef de l'État condamnent les actes crapuleux des groupes armés et exigent que justice soit faite. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la première audience que le président de la République a accordée à l'envoyé spécial du président français. Nous avons condamné très fermement les meurtres et les actes odieux qui ont été commis. Nous continuerons à le faire. Il faut que les auteurs de ces actes soient punis. Il faut également que le gouvernorat soit rendu sans condition à l'État du Mali qui est tout à fait dans son droit sur l'ensemble de son territoire. Même tonalité chez les émissaires du président du Faso et du roi Mohamed VI du Maroc. Pour Djibril Bassolé, ces actes ignobles sont une violation manifeste de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Mais pour autant, ils ne doivent pas compromettre les efforts entrepris en faveur de la stabilisation du Mali. Dans ce sens, le médiateur de la CEDEAO, le président en exercice de la CEDEAO, prendront des initiatives en direction de la communauté internationale pour que, ensemble, nous puissions assister le Mali pour que l'accord de Ouagadougou soit effectivement convenablement appliqué, lequel accord prévoit justement la pleine et entière souveraineté du Mali sur toute l'étendue du territoire et en particulier à Kidal. D'autres initiatives sont en cours et nous souhaitons que l'ensemble des partis se rendent à Alger comme il est prévu, au moins les mouvements armés se rendent à Alger comme il est prévu, pour refaire une espèce de cohésion afin de pouvoir s'engager dans les pourparlers inclusifs de paix qui vont très prochainement s'ouvrir au Mali. L'émissaire du roi Mohamed VI, après avoir remis le message du souverain chérifien, salue la clairvoyance avec laquelle le président malien gère le dossier. Pour le diplomate, la souveraineté du Mali doit s'exercer sur l'ensemble du territoire. Sa Majesté, naturellement, a fait part à son Excellence de son inquiétude concernant l'évolution de la situation. Affirmer la position claire du Maroc quant à l'intégrité territoriale du Mali et à l'unité nationale. Sa Majesté m'a chargé également d'insister auprès de son Excellence pour que la voie du dialogue soit toujours préservée. Les tristes événements sont douloureux, mais la voie du dialogue doit toujours rester ouverte parce que c'est à travers le dialogue que la sérénité revient et que l'apaisement se fait. Les 3 émissaires ont réaffirmé la volonté de leur pays à aider le Mali dans le processus de paix et de réconciliation. Juste après cette série d'audiences, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est rendu à l'aéroport international Bamako-Sénou pour accueillir les otages libérés. 30 de nos compatriotes qui avaient été pris en captivité par des bandits armés dans les locaux du gouvernorat de Kidal sont bien arrivés à Bamako. À leur descente d'avion, ils ont été accueillis avec beaucoup d'émotion par le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les parents et amis. Nyanya Alou Traoré était également à l'aéroport. Voici son reportage. L'émotion était grande cet après-midi à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Certaines familles n'ont pas pu retenir leurs larmes tant le moment était important.
Ici, vous avez la famille du gouverneur de Kidal qui l'accueille. Les images parlent pour nous. Les désormais ex-otages sont arrivés sains et saufs à Bamako. À l'accueil, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre, Moussa Mara et des membres du gouvernement. L'instant est solennel, mais plein d'émotions. Le chef de l'État a chaleureusement remercié les ex-otages qu'il qualifie de dignes fils du Mali. D'aucuns l'ont voulu ainsi, mais ceux-là ne prospéreront pas grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pays est un, indivisible, il le restera un. Du nord au sud, d'habitude je dis d'Égaza au pays aussi, d'Atlantique à l'Aïr, le Mali est un, indivisible. Depuis la nuit des temps, nous sommes frères et sœurs. Dieu nous a fait un partage commun de cette terre du Mali. Cela est éternel. Nulle volonté malsaine ne pourrait changer cette réalité-là. Fondée dans la terre, dans le sang, dans l'histoire commune partagée, dans une psychologie commune. Quand nous parlons au Mali des héros, nous ne parlons pas que des héros du Sud. Nous parlons du Grand Firoun. Nous parlons du Grand Attaher, dans les Ifoas. Nous parlons de notre père El Mehdi. Ce sont des gloires du Mali, en partage de tout le Mali. Personne ne peut mettre ça en cause. Vous revenez d'un enfer, je ne veux pas vous fatiguer davantage. Je vais vous dire qu'au nom de la nation malienne, je vous souhaite la bienvenue ici, chez vous, comme vous le serez encore de retour pour certains à Kidal, Inch'Allah. Notre devoir est de garantir cela, le chef du gouvernement, et nous le ferons. Pour rappel, ils sont près d'une trentaine à avoir été pris en otage à Kidal samedi dernier. Certains d'entre eux ont malheureusement perdu la vie. Mais le gouvernement précise que ces actes ne resteront pas impunis. Avant d'arriver à Bamako, nos compatriotes étaient à Gao. Ils ont passé la nuit. Tous avaient l'air certes fatigués, mais munis d'un bon moral, nous signale Daouda Zoumana Traoré depuis la cité des Askia. Ils sont une trentaine de responsables avec à leur tête le gouverneur de Kidal à atterrir à Gao cet après-midi. Ces ex-otages ont été sérieusement secoués par des éléments des groupes armés. Le film de cet événement est très pathétique. Depuis le matin du 18, le gouvernorat a été attaqué, samedi attaqué. Et les premières rafales qu'on a entendues, c'était à 8 heures, en présence des responsables de l'aménagement et d'un élément de la sécurité de l'aménagement. Mes éléments n'ont pas du tout riposté. Et 40 minutes après, donc les rafales ont continué et mes différents postes ont commencé à riposter. Donc nous sommes restés dans cette situation jusqu'à 11h. 11h, moi j'étais parti pour un peu accueillir le Premier ministre. Donc nous l'avons accueilli et on est venu au niveau du camp 1. Il s'est entretenu avec les militaires. Et entre-temps, tous les personnels étaient au niveau du bureau en train d'attendre les premiers responsables de l'administration malienne. Donc après l'entretien avec les hommes au camp 1, dans les environs de 15 heures, on a pris la route pour aller au gouvernorat. Donc juste arrivé au niveau du gouvernorat, on a essuyé déjà des coups de feu, très nourris. Et malgré ça, le Premier ministre quand même a tenu à rencontrer les travailleurs. Mais j'admire beaucoup en cet homme-là son calme. Son calme et son sérieux, que ce soit lui et tous les membres de son gouvernement. Personne n'était paniqué. Malgré les tirs très nourris, très nourris des assaillants, à les environs de 17 heures,
on est sorti encore sous le feu très nourri, très nourri. Et nous sommes partis à l'aéroport. Mais arrivé à ce niveau, on nous dit non, l'avion ne peut pas aller, il y a le vent et tout. Donc il fallait que le Premier ministre passe la nuit là-bas. Donc je crois qu'entre-temps, les assaillants ont dit avoir beaucoup d'informations que la sécurité, on a beaucoup accompagné le Premier ministre. Donc ils ont envoyé le gouvernorat. Donc ils sont rentrés en criant Allah Akbar et en tirant dans le lot avec des gens qui n'ont pas d'armes, qui n'ont rien. Donc en faire des prisonniers. Quand on parle déjà d'Allah Akbar, tout le monde sait c'est qui. Donc c'était un peu de mélange, même s'il y avait quelques éléments des MLA, des ACIA et des AA, mais c'est sûr que la plupart c'était des djihadistes et même des barbus. Ces braves hommes qui ont accepté servir le Mali dans cette période charnière ont fait l'objet d'agressions de la part de ces hommes qui n'ont d'autre souci que d'empêcher le Mali de progresser. Les conditions de détention étaient mitigées parce que quelque part, vraiment, on était fatigué, vu la peur et du fait qu'on est même traumatisé. On était vraiment dans l'enfer. On a pratiquement regardé de l'enfer à partir de la fenêtre. Et quand on a échappé, vraiment sous des coups une pluie d'obus, une pluie de balles, au moment où on pensait qu'on a échappé, on a été intercepté par les gens du MNLA. Intercepté par les gens du MNLA qui nous ont tous embarqués. Vous avez voulu vous sauver? On a voulu nous sauver du gouvernorat. On a même pu sortir des bâtiments du gouvernorat. Malheureusement, ils étaient un peu partout. Donc à chaque 50 mètres, il y a des checkpoints. Donc on a été interceptés, séparés des femmes. Ils ont libéré les femmes et nous les hommes, on nous a embarqués dans des Toyota, entassés comme du bétail. À Gao, les ex-otages ont reçu les bons soins du gouvernorat, de la mairie et de toute la population de la cité des Askia, comme pour dire que la solidarité est malienne. Toujours concernant la situation à Kidal, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence hier soir. Une réunion consacrée bien entendu à la situation sécuritaire au Mali, notamment dans la région de Kidal, après les violences meurtrières du week-end suite aux combats engagés par les groupes armés lors de la visite du Premier ministre. Les membres du Conseil de sécurité auront ainsi l'occasion d'avoir des informations de première main sur ce qui s'est réellement passé à Kidal. Le décryptage de Salif Sanoko depuis Washington. Les événements dramatiques du week-end passé constituent une grave violation de la résolution 2100 du 25 avril 2013. Une résolution qui appelle tous les groupes armés rebelles à désarmer et à cesser immédiatement les hostilités. Ces événements violent également l'esprit et la lettre de l'accord préliminaire de Ouagadougou. C'est l'une des principales conclusions qu'on peut retenir de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité consacré au Mali, tout en condamnant fermement les violences meurtrières des 17 et 18 mai. Les 15 membres du Conseil de sécurité réitèrent leur soutien total à la restauration de la souveraineté de l'État sur l'entièreté du territoire national. Il faut dire que le Conseil de sécurité fait ainsi écho au fort plaidoyer du chef de la diplomatie malienne. Avec des photos de civils et d'administrateurs maliens sauvagement assassinés, images atroces publiées par des partisans du MNLA sur les réseaux sociaux, Abdoulaye Diop a dénoncé des crimes odieux qui ne devront pas rester impunis. Pire, ces crimes ont été commis par des combattants du MNLA qui ont reçu le soutien de djihadistes d'Aqmi et d'Ansardine dont les fanions flottaient sur des véhicules lors de l'attaque du gouvernorat de Kidal. Pour Abdoulaye Diop, la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre n'a pas bénéficié du soutien et de la protection qu'elle est en droit d'attendre en cette circonstance. Tirant donc les leçons de la situation qui prévaut depuis le déploiement de la MINUSMA et dans la perspective du renouvellement de son mandat, le Mali a donc demandé au Conseil de sécurité, entre autres, un nouveau mandat robuste sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ainsi que le désarmement de tous les groupes armés, singulièrement du MNLA, comme cela a été fait ailleurs. Il a enfin souhaité la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour vérifier les faits afin que les responsables soient traduits devant les juridictions nationales et internationales.
Bert Koenders est aussi d'accord pour le jugement de tous les responsables de ces actes barbares et inhumains. Pour le patron de la MINUSMA, le MNLA doit savoir que ce n'est pas avec les armes qu'il pourra arriver à ses fins ni à faire valoir ses griefs. Il a enfin ajouté que le MNLA doit immédiatement restituer les locaux du gouvernorat. Abordons maintenant un autre sujet de ce 13h. Une rencontre sur l'assainissement de la ville de Bamako s'est tenue hier matin à la primature. Au menu des échanges, les problèmes liés à la gestion des déchets solides, le curage des caniveaux et des collecteurs, entre autres. La rencontre présidée par le Premier ministre entre dans le cadre de la prévention des inondations pendant l'hivernage qui pointe son nez. Reportage à Ramata Konaté. C'est pour éviter aux populations de revivre les tristes souvenirs des inondations de l'année dernière que s'est tenue cette rencontre sur l'assainissement de la ville de Bamako. Notre objectif, c'est sans forcément toucher la structure du dispositif de gestion de l'assainissement de Bamako, mettre en œuvre des actions urgentes et rapides afin d'améliorer de manière significative l'assainissement de la ville et de manière visible par les populations. 2 temps forts ont dominé ces travaux. Présentation du programme d'urgence d'assainissement et d'embellissement de la ville de Bamako, échange sur l'amélioration de ce dispositif. Plusieurs actions sont inscrites dans ce programme telles que la libération des servitudes et lits de collecteurs, le curage des caniveaux, l'évacuation des dépôts de transit. En commune 6, par exemple, 12 dépôts d'ordures sont concernés. Les travaux vont commencer le mois prochain et s'étendront sur 5 mois. Coût des opérations, plus d'1 milliard de francs CFA. La rencontre visait à partager ces informations avec les parties prenantes de ce programme. Il s'agissait aussi de solliciter l'implication de ces acteurs en vue d'obtenir les résultats escomptés, dont l'amélioration du cadre de vie des populations. Ces dernières pourront apporter leur contribution à cette lutte en évitant par exemple de déverser les ordures dans les caniveaux et collecteurs. La sous-section syndicale de l'éducation et de la culture en commune 1 du district de Bamako a ouvert les travaux de sa 5e semaine syndicale au programme des activités, conférences, débats et concours entre les élèves. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence des responsables de l'académie d'enseignement rive droite de Bamako. Le reportage de Batraoré. À travers cette semaine syndicale, la sous-section de l'éducation et de la culture en commune 1 du district de Bamako entend œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des enseignants et hommes de culture. L'atteinte de cet objectif passe par la sensibilisation des membres autour des problèmes de l'école malienne. L'objectif de la semaine syndicale, c'est d'abord à rassembler les enseignants et les enseignantes autour d'une thématique pédagogique annuellement, pour qu'il y ait des échanges francs et sincères entre les enseignants et les enseignantes, mais aussi l'administration scolaire. Le thème est choisi en fonction des priorités éducatives dans notre pays. Pour le parrain de l'événement, la contribution des enseignants et hommes de culture est un atout majeur dans le développement de notre système éducatif. Le meilleur moyen d'apporter votre contribution positive au développement du Mali d'aujourd'hui consiste à avoir un esprit d'analyse face à toutes les décisions prises par le gouvernement. Vous êtes un grand syndicat d'enseignants composé de femmes et d'hommes capables, responsables, capables de critiques constructives. Et le représentant de l'Académie d'enseignement rive droite d'ajouter que le SNEC, qui se veut un syndicat de développement, est un partenaire privilégié. Le thème choisi, curriculum, enjeux, défis, perspectives, choisi aujourd'hui par le SNEC, me considérant aujourd'hui comme acteur de première heure, praticien comme vous et aujourd'hui administrateur, j'estime que le passage de témoin est assuré. Car l'académie ayant passé cette action, mais nécessairement qui doit continuer, alors ce flambeau est aujourd'hui porté par votre syndicat et vous-même. Cette semaine syndicale qui est annuelle s'étend sur 3 jours.
Parlons santé des femmes à présent, une préoccupation du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est pourquoi ce département a organisé en partenariat avec la cellule de la planification familiale et PSI Mali une journée de dépistage de VIH-Sida et du cancer du col de l'utérus au centre Awa Keita à l'intention des femmes et jeunes filles de la commune 3 et 4 du district de Bamako. Fatmata Kone y était pour son reportage. Mieux vaut prévenir que guérir, un adage bien compris par Awa ainsi que plusieurs autres femmes et filles de la commune 3 et de la commune 4. C'est pourquoi elles n'ont pas hésité à se faire dépister du VIH-Sida et du cancer du col de l'utérus. Nous faisons un counseling d'abord. Pour chaque client qui vient, on fait un counseling. Après, si le client est prêt pour le test, donc on passe dans la salle de prélèvement pour faire son test. Et le résultat est immédiat. Nous avons des tests rapides qui permettent d'afficher le résultat en un laps de temps. Organisé par la direction de la famille en partenariat avec la cellule de la planification familiale, cette activité a un but précis. Cette journée peut contribuer à l'information et à la sensibilisation de la gente féminine pour vraiment prévenir les grossesses précoces, les avortements et les fistules obstétricales. Parce que nous avons tenu un public show à travers lequel nous avons lancé les messages de campagne, inviter les femmes à adhérer au planning familial pour vraiment espacer les naissances et aussi garantir la santé maternelle et néonatale. Cette journée de dépistage s'inscrit dans le cadre de la campagne « C'est moi qui décide ». « C'est moi qui décide » est un facteur inscrit dans la vision 2020. Une vision permettant aux décideurs et à la population d'adopter l'esprit de famille. Justement, un événement qui coïncide avec la Journée internationale de la famille, célébrée le 15 mai de chaque année. Et nous restons avec Fatmata Kone pour parler de cette remise de vivres et de matériel sanitaire à l'orphelinat Niambert. L'œuvre est de plusieurs donateurs français et des organisations humanitaires. C'était le week-end dernier au sein de la structure. Reportage. Le collectif français solidaire, l'Union des Français de l'extérieur, le Rotary Club et Lions Club n'ont pas hésité à prendre leur bâton de pèlerin ce week-end. Pour motif, apporter une aide conséquente à l'orphelinat Niambert. Un don composé de matelas, de sacs de riz, de cartons de lait, d'amuse-gueule, entre autres. Un geste dont le but est de mobiliser d'autres donateurs en faveur des enfants démunis. Nous avons essayé de faire un geste qui pourrait marquer les esprits, aider ces familles-là qui sont en détresse et ces enfants en détresse. Il y a un appel à lancer parce qu'une fois que tout le monde verra cette image-là, je pense que ça va solliciter beaucoup de généreux donateurs que nous attendons et qui pourront s'associer à nous. Cette aide vient à point nommé selon les bénéficiaires. Toutefois, ils évoquent quelques difficultés. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est le problème humanitaire, le problème de l'homme lui-même, le problème de qui va s'occuper de ses enfants aujourd'hui. Je retrouve avec une centaine d'enfants et les employés sont partis parce qu'ils ne sont pas payés. Je demande au gouvernement, je demande à l'Assemblée nationale, je demande au président et au Premier ministre de nous aider pour avoir du personnel malien pour venir travailler dans les centres. Les donateurs ont profité de l'occasion pour visiter les locaux de l'orphelinat. Là aussi, les monitrices lancent un cri de cœur. Il s'agit notamment de l'amélioration de leurs conditions de vie. L'organisation dit avoir pris bonne note de toutes ces doléances. Une seule escale pour l'actualité régionale accueille la réhabilitation de la tombe de Madikama Musundu et celle de Modi Moulé, deux saints de Guidimacan qui ont vécu de 1850 à 1920. Ces travaux coûteront plus de 11 millions de francs CFA à l'association Madikama Musundu et ses partenaires. Le reportage de Mahamadi Alioubari. Cette triple cérémonie consacre la pose des premières pierres de la tombe de Bamarikama Musundu, celle de Modi Moulé, son ami, deux saints qui ont vécu dans le Guidimagan de 1850 à 1920 et la construction du centre d'alphabétisation avec bibliothèque et toilettes. Madikama, dont nous procédons à la pose de la première pierre tombale, 94 ans après sa disparition, nous a laissé un autre héritage hautement chargé d'émotions et de sens, celle de l'amour, de la fraternité
et de l'amitié. Au cours de la pose de ces premières pierres, les autorités administratives et politiques ont toutes affirmé leur soutien à la réhabilitation de ces infrastructures. Aujourd'hui, nous considérons que la jeunesse est perdue. Et quand un tel centre de documentation est construit au fin fond d'un village, et ça nous réjouit beaucoup. Parce que la culture soninké en tant que telle est immense, très instructive et touche pratiquement tous les domaines de la vie sociale. En construisant ces infrastructures, la population de Guidimaram veut aller à la rencontre de la culture soninké à travers les paroles d'un seul homme, en l'occurrence Bamadi Kama Musondo. Signalons que la réalisation de cette tombe et du centre d'alphabétisation s'élève à plus de 11 millions de francs CFA, financés par l'association Madikama Musondo et ses partenaires. Cette nouvelle avant de boucler ce journal, aux environs de 10 heures ce matin, les forces armées maliennes ont entrepris les opérations de sécurisation et de contrôle de la ville de Kidal. Les opérations sont actuellement en cours selon une source militaire malienne. Nous vous donnerons d'autres informations sur l'évolution de la situation dans nos futures éditions. Et puis un hommage à nos compatriotes morts suite aux événements de Kidal. Le gouvernement décrète un deuil national de 3 jours. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la réaliser. L'actualité continue sur la passion du service public à 18h et à 20h avec Haoué Touré. D'ici là, retenez cela, la réconciliation avec nos ennemis n'est un désir de rendre notre condition meilleure et une crainte de quelques mauvais événements. Donnons-nous la main pour bâtir ce pays car personne ne le fera à notre place. Bon après-midi à tous et prenez soin de vous et des autres.